Huawei est devenu partenaire fiable de l'industrie des TIC en Algérie il y a une vingtaine d'années. Nous avons décidé, avec nos partenaires, de renforcer les TIC d'Algérie et de cultiver des talents et des experts. En 2018, nous avons signé un accord de coopération TIC avec 10 universités algériennes. Dans ce cadre de coopération, les étudiants algériens ont participé au concours mondial des TIC et remporté le championnat. Face à cette pandémie mondiale, nos ingénieurs et techniciens ont été bien mobilisés sur le terrain pour éliminer tous les risques et garantir le bon fonctionnement du réseau via nos solutions de visioconférence. Nous avons récemment remarqué que les autorités mettent davantage l'accent sur l'économie numérique. En tant que partenaire TIC fiable, Huawei est très disposé à apporter sa propre force dans la stratégie nationale des TIC, à construire des infrastructures, à former des talents, à construire un écosystème avec nos partenaires, etc. Ainsi, pour aider l'Algérie à faire du bon travail dans la construction numérique du pays, en particulier dans la reprise économique après la pandémie. Ainsi, à cette occasion, on organise cette activité disant ICT Day for Students pour promouvoir nos solutions et technologies auprès des enseignants et étudiants algériens, afin que de plus en plus de talents se rejoignent à construire une Algérie smart et entièrement connectée. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre séminaire en ligne. C'est la première fois que Huawei Algérie a organisé ce séminaire pour les étudiants en ligne. Nos experts vont vous présenter la dernière technologie de DIC. Nous espérons que vous passez une très bonne journée avec notre séminaire. D'abord, je vous présenter la société Huawei et Huawei Algérie. Pour Huawei International, vous connaissez, c'est une très grande société dans le monde, surtout dans le secteur de DIC. On se présentait dans plus de 170 pays et on classé dans le 71 dans le top 500 du monde. En l'année 2020, le groupe de Huawei, on a plus de 194 000 employés et 40% sont les experts de recherche et de développement. Donc Huawei, on a disposé plus de 50 centres de recherche et de développement. Parmi les 50, les 36 sont collaborés avec les partenaires et 14 sont dédiés pour Huawei. Huawei, comme le leader de DIC dans le monde, on travaille dans 4 domaines. Le premier, c'est l'infrastructure de télécommunication. Le deuxième, c'est les smartphones. Le troisième, c'est travail pour les grandes entreprises. Et le quatrième, c'est depuis l'année 2018, on est entré dans le domaine de cloud. Vous voyez les pourcentages de marché en bas. Donc pour la radio, pour l'accès fixe, pour les microwaves et pour la transmission, surtout pour les routeurs Huawei, on a la première part de marché dans le monde. Et puis pour le smartphone, justement dernier, le Samsung, on prend la deuxième partie. Ok, si vous voyez quelques chiffres de la Huawei de 2019, pour le revenu annuel, Huawei a atteint 122,9 milliards de dollars, c'est-à-dire 13% de croissance. Ça répartit à 3 business groups, comme l'opérateur, les entreprises et les terminaux. Vous voyez, Huawei, c'est une grande entreprise. Et puis, la plupart de Huawei sont de recherche et développement. Donc, chaque année, Huawei a investi 15% de revenus annuels dans la recherche et le développement. On prend un exemple de l'année 2019. Donc, Huawei a investi 19 milliards de dollars dans la recherche et le développement. Voilà. Vous voyez que ces investissements sont dans quel domaine? Le premier, 5G, et puis intelligence artificielle et cloud, et puis la IoT, voilà, c'est ça. Et puis, si vous voyez, maintenant, vous voyez Huawei, c'est la seule société qui peut fournir des solutions de bout en bout dans le secteur de DIC, c'est-à-dire depuis le chipset, le design de chipset, jusqu'à la solution globale. Huawei, c'est plutôt une société d'innovation au lieu de production traditionnelle.
Vous voyez, ce sont les lignes de produits de Huawei. Dans la première ligne, ce sont plutôt les chipsets, les processeurs et les systèmes de l'opération. Au milieu, on fournit quand même des solutions de 5G, comme pour la radio et de transmission, pour le FH, et puis le réseau d'accès, comme ADSL et FTTH. Et dans la dernière ligne, vous voyez, on fournit les solutions des data centers, des clouds, le stockage et la base de données. Dans cette slide, vous voyez le réseau large d'un des au monde de groupe de Huawei. Ce sont partout dans le monde. Et en Algérie, on a des salles, des expériences et formations à ANPT. Avec Algérie Télécom, on coopère ensemble pour une école d'installation. Et à Sonatrach, on a coopéré avec Sonatrach pour créer une lab d'innovation. Bien sûr, dans le siège de Huawei Algérie, on a un centre de l'opération et une lab d'innovation. Bon, comme vous savez, actuellement, 5G, c'est le point plus chaud dans le monde. Huawei est le premier fournisseur de 5G dans le monde. Maintenant, Huawei a eu 91 contrats de 5G et on a déjà livré plus de 600 000 stations de base. Bon, dans cette solution de 5G, vous voyez, depuis le chipset des stations, des serveurs, jusqu'à les terminaux, tous sont des produits de Huawei. Donc, on a déjà coopéré avec plusieurs plus grands opérateurs dans le monde. Comme un partenaire fiable de Algérie depuis 20 ans, notre vision en Algérie, c'est toujours comme être le meilleur constructeur pour une Smart Algérie. Actuellement, Huawei Algérie a plus de 400 employés et 83% sont les employés algériens. Et on a créé plus de 3000 postes directs et indirects. Pendant les 3 ans derniers, on a formé plus de 12 000 ingénieurs et techniciens. Donc, dans l'histoire de 20 ans, Huawei a participé dans toutes les grandes constructions de DIC en Algérie, comme la première ligne de ADSL en 2006, la première ligne de 3G, la première ligne de 4G, la première data center, et jusqu'à la première ligne de 4.5G dans l'année 2018. Actuellement, Huawei sert plus de 80% de la population algérienne. Pendant l'histoire de 20 ans de Huawei Algérie, on a déjà évolué dans 4 étapes. Le premier, quand Huawei a entré en Algérie depuis l'année 1999 jusqu'à l'année 2006, on est le fournisseur de réseau fixe pour Algérie Télécom. Et dans la deuxième étape, depuis l'année 2006 jusqu'à 2016, on a devenu les partenaires des 4 opérateurs en Algérie pour fournir les infrastructures de réseau fixe et mobile. Et entre l'année 2016, Huawei Algérie a pensé de faire une transformation. C'est-à-dire, on n'est pas seulement concentré sur le marché des opérateurs, et puis on a commencé d'entrer le secteur industrie. Et quand même, on a commencé de construire l'environnement. C'est-à-dire, on travaille avec ANPT, avec Sonatrach, avec Algérie Télécom pour construire les centres d'innovation et la formation. Depuis l'année 2019 et jusqu'à maintenant, on est entré dans la 4e étape. C'est-à-dire, on est en train de créer notre écosystème. Pour cet écosystème, il y a 3 parties. Le premier, c'est toujours les infrastructures pour les télécommunications. La deuxième, ce sont les partenariats avec les grandes entreprises, c'est-à-dire le partenariat industriel. Et puis, la troisième, c'est plutôt pour les environnements, c'est-à-dire avec les universités, avec les médias et avec les grandes entreprises. Ces trois parties, c'est les composants plus importants
pour l'écosystème de Huawei. Enfin, je vais vous présenter la contribution de Huawei Algérie dans le domaine de l'écosystème de SI Talent. Pour Huawei Algérie, on a 5 programmes pour le SI Talent. Donc, la première chose, c'est le premier, c'est la SCT Academy. Depuis l'année 2018, on a signé la première convention avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Et pendant l'année 2019 et 2020, on a signé avec 10 universités pour lancer la formation de la SCT Academy. La deuxième, c'est la SCT Compétition. Depuis le premier tour, c'est l'année 2018, il y a 700 étudiants qui ont participé. Et dans le final de cette compétition de l'année 2019, l'équipe d'Algérie a gagné le premier prix dans la première participation. Et puis, cette année, il y a plus que 2500 étudiants qui sont déjà enregistrés dans le système pour participer à cette année de SCT Compétition. Pour le troisième programme, c'est le 6 for the Future. Chaque année, on a choisi 10 étudiants d'aller en Chine pour une formation de 2 semaines. La première semaine, c'est à Pékin pour la formation de culture. Et la deuxième semaine, ce sera à notre siège de Shenzhen pour apprendre les dernières technologies. Bien sûr, ça c'est pour la formation. Et ensuite, le plus important, pour le travail. Donc, Huawei, on a organisé le premier stagiaire, le plan de stagiaire en l'année 2018. Il y a 30 étudiants qui ont travaillé chez Huawei comme stagiaires. Et puis, ce projet, on va continuer pour l'année 2020, 2021, et même si pour le futur. Et puis, pour aider les étudiants de chercher le travail, Huawei et ses partenaires, on a organisé l'événement de salon de l'emploi. Donc, dans l'année 2019, il y a 300 étudiants qui ont participé à notre salon de l'emploi. Donc, cette année, on aura un autre salon qui va organiser après le problème de virus, dont nous espérons qu'il y aura plus d'étudiants et plus de 30 partenaires de Huawei qui vont participer. Voilà, ça, c'est toutes les présentations de Huawei, le groupe, et Huawei Algérie. Donc, merci à tout le monde. Bonjour à tous, Sahar Mdankom, Ramadan Karim. Alors, je me présente, c'est Serbah Amal, responsable de l'écosystème de l'ICT e-Talent Huawei Algérie. Aujourd'hui, je vais vous présenter une plateforme que Huawei a mise en place durant cette période du Covid-19 pour tous les étudiants dans le domaine de TIC. La plateforme, c'est une plateforme اللي الطالب يقدر عن طريقها يتوصل pour les cours en ligne ويعني يعمل les cours en ligne ديالو عن بعد. En même temps, passer les certifications de Huawei dans le domaine de TIC à travers cette dernière, la plateforme. Et voilà, alors aujourd'hui aussi, je vais vous montrer comment créer vos comptes d'étudiants, comment suivre les cours sur cette plateforme et ainsi comment demander les examens en ligne, les vouchers en ligne pour passer les certifs. S'il vous plaît تقدروا تتبعوا معايا باش نقدم لكم جميع les détails اللي تخص هذه la plateforme. Alors voilà la plateforme Huawei Talent en ligne. On se connecte sur www.e.huawei.com/en/talent et on se retrouve dans cette page. يعني une fois ما ندخلوا في le site يعطينا directement هاد la page. Pour les étudiants الطلبة اللي ما عندهمش compte Huawei يعني jamais ils ont créé un compte Huawei. Tout d'abord لازم يروحوا يديروا un compte Huawei هنا.
يروحوا لوج ان يديروا ريجستر. الطلبه اللي ما عندهمش اكاونت يعني ils ont pas déjà enregistré sur notre plateforme. والطلبه اللي كان عندهم déjà un compte هواوي directement ils se connectent l'adresse mail ديالهم et le mot de passe تاع le compte تاعهم. هنا pour l'enregistrement تاع الطالب يعمر كامل هادوما يوزر اي دي ديالو l'adresse mail le mot de passe تاعو الفيرست last name الكونتري اريا الفون نمبر الكود. وهنا يكوشي I have read and agree the Huawei terms and condition and privacy policy. So راح يكون une fois يديروا register راح يلحقوا un email de confirmation pour activer son compte وبالتالي يولي عنده un compte هواوي كطالب. d'accord. بعد هذه المرحله نرجعوا لا باج اوفيسيال تاع هواوي تالنت اون لين. في هاد لا بارتي هاديه هاد المرحله نروحوا سيرتيفيكيشن. هنا راح تلقاو بلان دو ديتاي في لا باج على لا سيرتيفيكاسيون دو هواوي. و pour rentrer dans les détails نروحوا la partie certification اللي هي هنايا. on clique à la certification. on va voir tout un schéma sur Huawei certification. Dans tous les domaines, tout ce que Huawei propose ou bien donne comme certification et comme cours en ligne sur notre plateforme. أنا رايحة نعطيكم un petit exemple على un seul domaine اللي هو على une seule certification على un seul domaine اللي هو le route and switch HCIA route and switch. d'accord. du coup هنايا تشوفوا career certifications infrastructure certification. تدخلوا على route and switch وتختاروا HCIA route and switch. HCIA route and switch. جميع لي سيرتيفيكاسيون تاع هواوي نبداو باللو نيفو اسوسييت وبعدها نروحوا لو نيفو بروفيسيونيل et le niveau expert. في اي سيرتيفيكاسيون dans n'importe quel domaine de TIC on commence toujours par le niveau associate. De là, on clique sur HCIA Route and Switch et on va voir toute une page sur le détail de l'examen, le détail du cours et le détail du certification et recertification. هنا le overview sur la certif. على رايحين تلقاو l'examen, exam code, certification exam, le nom de l'examen, la version de l'examen, elle est là, la version de l'examen, voilà. Et ici en bas, vous trouvez le exam content. Ça veut dire quoi l'exam content? يعني محتوى الامتحان, محتوى la certification. هنا par exemple le IP network principles راح يكون عليه 12% من l'examen. Le LAN technologies راح يكون عندهم 24% de l'examen. Le WAN technologies راح يكون عنده 5% de l'examen. هنا راح يكونوا les détails du certification. d'accord. Après en deuxième étape المرحلة الثانية نروحوا learning. learning رايحين تلقاو les objectifs تاع هاد la certification, les objectifs تاع هاد le cours. d'accord. وراكو رايحين تلقاو learning resources يعني training material. راكو رايحين تلقاو le support de cours quoi que ce soit en format PDF ou bien en format vidéo etc. d'accord. alors vous téléchargez ou bien vous cliquez directement sur le lien. voilà.
Alors ici, vous cliquez Download pour télécharger le fichier Dialcom. Attends un petit peu pour le téléchargement du document. D'accord? Alors, c'est un exemple, le cours en format PDF. D'accord? Le cours, tu as le route and switch en format PDF. Voilà. Les détails du cours en format PDF. Et du coup, il y aura tous les détails qui m'a dit لكم. عندكم même le lab guide, le lab تاع le route and switch تاع la certification HCA route and switch. انا هنايا درت لكم juste un exemple. عطيت لكم un petit exemple على une des certifications اللي عندنا في السيستم. D'accord? Mais il y en a d'autres. Il y en a le stockage, il y en a le transmission, il y en a le big data, etc. D'accord, on a donné juste un petit exemple comment voir, comment télécharger et comment suivre le cours. D'accord? On a un mock exam. Ça veut dire quoi le mock exam? C'est un examen blanc. Alors après, une fois vous terminez les révisions d'Ialcom, la partie lab ou la partie PDF ou bien la partie online course, c'est une partie de vidéo, يعني تبعوا la vidéo en ligne, عندكم l'examen blanc. Vous cliquez ici pour voir l'examen blanc تاع le cours. Il y a de préférence كي تكملوا les cours تاعكم تنتقلوا لمرحله الامتحان ماشي ديريكتومون تروحوا تجوزوا l'examen parce que تلقاو des difficultés. Il vaut mieux d'y aller étape par étape. On commence par le learning, on commence par l'apprentissage تاعنا. Qui nous l'examen blanc en dernier. D'accord? L'examen blanc, c'est juste pour voir le type de questions اللي راهم رايحين يكونوا على هذا الامتحان, طريقة الامتحان, etc. D'accord? نعاودوا نولوا هنايا pour voir l'online course. Online course, c'est des vidéos sur la certification. هايليك عندنا HCA route and switch course, نديروا view course. قبلكم هذه لا باج اللي فيها لي كور اون لين en format vidéo. Voilà. Vous allez trouver les vidéos à chaque chapitre, les détails et tous les cours, ça sera en anglais. The presentation of the transmit media of the network. And as we know, in the OSI reference model, there are 7 layers. And at the bottom. Voilà. Donc, la première étape, c'est s'inscrire sur la plateforme. D'accord? La deuxième étape, c'est de partir sur la partie certification, de choisir la certification اللي راكو حايبين تجوزوها ولا راكو حايبين تقراو عليها. اوكي؟ كما فهمتكم من قبل نبداو دايما بلو نيفو associate, la certification HCIA, après la certification HCIP, après le niveau expert. C'est étape par étape. Et pour les étudiants, ils se concentrent sur la partie ICT Infrastructure Certification, tout ce qui est data center, tout ce qui est storage, tout ce qui est intelligent computing, security, datacom, WLAN, SDN, transmission, access, LTE and 5G. هادو les domaines, هادو les certifications pour les étudiants. D'accord? On appelle ça aussi Career Certification. Ils sont tous là. Tous les certifications sont là. Qui m'a dit comme l'introduction à le cours en ligne, qui fait chez Koun,
درنا مثال خدينا مثال على الاش سياره وتنسويتش كما راكم رايحين تلقاوه في السيكيورتي كما راكم رايحين تلقاوه في الداتا سنتر كما رايحين تلقاوه في الاكسس intelligent computing LTE datacom etc d'accord مجالات يعني مجالات عديده لا سيرتيفيكاسيون باش تقدموا على الامتحان durant هذه لا بيريود ما راهوش رايح يكون عن طريق ان تيست سنتر كما كنا نديروا من قبل انه نمدوا فوتشر للطالب ولا لا بيرسون اللي رايحه تجوز ليكزامان et après يروح البوكي ليكزامان ديالو اون لين il prend genre ياخذ من وقته ويروح للتيست سنتر باش يعدي ليكزامان. Durant toute cette période, Huawei a mis en place une plateforme pour aider les étudiants à ne pas pour aider les étudiants à ne pas stopper le learning ديالهم ولا postpone ولا تقولوا باللي ما عندناش وقت ولا ما عندناش ما نقدروش on peut pas se déplacer pour les examens et tout ça. Vous pouvez me contacter sur mon adresse mail اللي حتكون على الويبينار تاعنا. L'adresse mail professionnelle Taïta Huawei. Vous pouvez me contacter sur cette adresse et je vais répondre sur tout le monde, sur les demandes de certification, etc. D'accord. Voilà, c'est tout pour la partie certification. Alors, chers étudiants, chères étudiantes, j'espère que le passage la certification en ligne durant la période Covid-19 تكونوا فهمتوا le principe de la plateforme, فهمتوا le principe comment apprendre et passer en cours en ligne et passer la certification en ligne. Et voilà, je vais laisser mon adresse mail pour me contacter en cas où un d'entre vous veut passer ou bien il est prêt de passer certaines certifications durant cette période. Et je vais prendre en charge la partie voucher, la partie examen et tout ça. Merci à vous, يعطيكم صحة وصحة فطوركم and keep safe guys. Thank you. Salam alaikum, sabah al-khair et sahar ramadankum. Bon, je me présente, Ali Morsi, et je travaille comme Solution Manager au sein de l'équipe Solutions de Huawei dans le bureau d'Algérie. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter cette petite introduction à la nouvelle technologie de communication radio qui est la 5e génération. Voilà. Actuellement, les différentes technologies de communication radio font partie indissociable dans notre vie. Et leur évolution a complètement changé notre façon de vivre et notre comportement. Aujourd'hui, on est sur le point de voir l'arrivée d'une nouvelle technologie de communication radio qui est la 5e génération. Pour vous donner une petite idée sur cette nouvelle technologie, ça serait intéressant de voir un petit peu l'évolution de différentes générations. Avec la première et la deuxième génération qui ont été en fait conçues pour fournir le service de base de la téléphonie, qui sont le service de la voix et des SMS. Ces générations ont permis de briser et d'éliminer les contraintes de la communication filaire fixe et ont donné aux utilisateurs une certaine liberté afin de pouvoir accéder au service de la téléphonie tout en étant mobile. Après, avec l'évolution et l'arrivée de la 3e et la 4e génération, qui ont donné l'accès à un nouveau type de service, qui est le service MBB, service haut débit et très haut débit, c'est-à-dire les services à accès à Internet. Et similairement à la première et la deuxième génération, ils ont toujours fourni la liberté aux utilisateurs afin de pouvoir accéder à ce service tout en étant mobile. Et aujourd'hui, ces technologies ou bien ces générations fournissent l'accès au service de la téléphonie et du service MBB à des centaines de millions d'utilisateurs un peu partout dans le monde. Maintenant, avec la 5e génération, ce sera un peu différent car la 5e génération sera perçue comme un facilitateur ou bien un générateur vers une société totalement connectée.
Qu'est-ce que ça veut dire une société complètement connectée? C'est-à-dire, on aura, avec la 5e génération, on aura un accès permanent à l'information, un accès illimité à l'information et au partage de données. Et cette connexion, cette connectivité sera disponible à n'importe qui, à n'importe quand, et même à n'importe quoi. Alors, à la différence des générations précédentes, il ne s'agira pas du service de la téléphonie du MBB, mais il s'agira de fournir la connectivité pour tout type d'application. Et la connectivité non seulement pour les utilisateurs normaux, les personnes, mais même pour tout type de périphérique. Alors, avec la 5e génération, on aura un accès illimité pour tout le monde et pour n'importe quoi. Et cette connectivité doit être présente n'importe quand et à n'importe quel moment. Et la 5e génération va principalement améliorer le service sur 3 aspects. Le premier aspect, le premier service, c'est le eMBB, c'est-à-dire qu'il va fournir de très haut débit, c'est-à-dire avec la 5e génération, on ne parlera pas de débit de l'ordre de centaines de mégabits par seconde, mais on va parler de gigabits par seconde. Le MTC, c'est-à-dire Massive Connections, qui va permettre de fournir des connexions aux différentes périphériques, outils, capteurs, avec un ordre de grandeur très très important, avec 1 million de connexions par kilomètre carré. Et puis le dernier aspect est le Ultra URLLC, qui va fournir des connexions très 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 stables et très permanentes avec une consommation énergétique très faible, cela pour les services IoT dans le futur. Voilà. Maintenant, en parlant de la 5e génération, qui va fournir l'accès à tout ce type de services, on a tendance à penser à une nouvelle technologie radio, des nouvelles techniques, mais ce n'est pas vraiment le cas. Pour la 5e génération, en fait, on aura deux chemins en parallèle. On aura le chemin de la révolution, avec l'arrivée de la 5e génération, une nouvelle technologie de communication radio, ce qu'on appelle la 5G New Radio, mais aussi il y aura l'évolution de la technologie existante, qui est le LTE, la 4e génération, qui va hériter des techniques de la 5e génération, c'est-à-dire la 4e génération, elle va utiliser des techniques de la 4e génération, telles que le Massive MIMO et bien d'autres techniques, pour pouvoir évoluer et fournir des services qui seront, disons, similaires et se rapprochent du service de la 5e génération New Radio. Comme vous savez, avec le déploiement de la 5e génération, et surtout dans les premières phases de déploiement, on ne pourra pas déployer autant d'antennes nécessaires pour fournir une couverture complète. Alors, la 4e génération, avec son évolution, va servir comme une couche, une fondation pour tout type de service eMBB, pour permettre aux abonnés d'accéder aux services similaires à la 5e génération. Voilà. Maintenant, parlons de la 5e génération, allons voir quel est actuellement l'état des lieux. Maintenant, actuellement, la 5e génération, le déploiement de la 5e génération est en train d'accélérer. La 5e génération arrive et elle arrive à grands pas. Déjà, en l'année 2019, nous avons compté plus de 60 réseaux commerciaux un peu partout dans le monde. Et on prévoit, d'ici la fin de l'année 2020, d'atteindre presque 170 réseaux commerciaux qui seront déployés globalement. 70 réseaux commerciaux, ça représente un petit peu le tiers de tous les réseaux de communication radio dans le monde. Vous voyez que le déploiement de la 5e génération est en train d'accélérer d'une façon très importante. Et pour mettre en place ces réseaux, déjà l'année 2019, nous avons plus de 500 000 stations de base expédiées. Alors cette année, on prévoit d'atteindre le chiffre de 1 500 000 stations de base qui seront livrées afin de pouvoir construire et réaliser les réseaux de la 5e génération. Aussi, cette année, on prévoit d'atteindre, avec la fin de cette année, on va prévoir d'atteindre le chiffre de 250 millions d'abonnés qui seront servis par des réseaux de 5e génération. Et ce chiffre est amené, c'est-à-dire les prévisions disent que d'ici la fin de l'année 2021, on va atteindre le chiffre tétanesque de 500 millions d'abonnés 5e génération. Alors, la 5e génération, elle est là, c'est une réalité, elle arrive à grands pas. Alors, ce serait intéressant de commencer à se préparer en Algérie. Voilà. Huawei est un partenaire incontournable pour le déploiement de la 5e génération. On est présent un peu partout dans le monde. Nous avons plus de 91 contrats commerciaux, parmi lesquels 41 sont déjà implémentés, c'est-à-dire dans les
70 réseaux commerciaux déployés au jour d'aujourd'hui. Nous avons, Huawei détient une part de marché de 41 réseaux commerciaux, ce qui représente un petit peu 70%, avec plus de 600 000 stations de base livrées. On est présent en Asie, Moyen-Orient, Europe et dans le continent américain, avec une majorité dans le continent européen. Voilà. Puisque la 5e génération arrive à grands pas, il faut préparer tous les prérequis pour le déploiement de la 5e génération. Comme nous avons mentionné déjà, la 5e génération, c'est une révolution plus une évolution. Pour la révolution, nous avons la nouvelle technologie 5G New Radio qui sera déployée principalement sur la bande de fréquence 3.5 GHz TDD. Voilà. Le 3.5 GHz TDD sera le premier choix de tous les opérateurs pour le déploiement de la 5e génération. Et actuellement, il y a beaucoup de pays qui sont en train de dégager les fréquences dans cette bande de fréquences avant de l'allouer et de la réserver pour la 5e génération. Nous avons compté plus de 70 pays qui prévoient, c'est-à-dire de dégager ces bandes de fréquences pour l'utilisation de la 5e génération. Et cela va couvrir plus de 90 opérateurs dans le monde, globalement, principalement dans le continent américain, l'Europe et l'Asie et Moyen-Orient. Comme déjà mentionné, la 3.5 GHz sera le premier choix pour les opérateurs pour le déploiement de la 5G, mais toujours est-il, les opérateurs peuvent utiliser les bandes de fréquences existantes utilisées pour la 4e génération afin de pouvoir déployer la 5e génération, parce que parfois la 3.5 GHz n'est pas disponible car elle peut être utilisée pour d'autres technologies de communication, notamment dans les communications satellitaires. Alors les opérateurs ont toujours le choix d'utiliser les bandes de fréquences ce qu'on appelle le sub-3 GHz, comme le 2.3 GHz, le 2.6 GHz, le 700 MHz, peuvent être utilisés pour le déploiement de la 5e génération, pour accélérer l'accès à cette nouvelle technologie. Nous avons vu qu'à peu près 90% des opérateurs vont opter pour la C-band parce qu'elle offre une très grande capacité par rapport au sub-3 GHz. Mais toujours est-il, le sub-3 GHz est toujours disponible pour le déploiement de la 5e génération. Puis nous avons le millimeter wave, les très hautes fréquences qui vont être utilisées dans le futur et seront utilisées pour la deuxième phase de déploiement de la 5e génération. Voilà. Comme nous avons dit, pour activer ou bien pour commercialiser les services de la 5e génération, il faut préparer le terrain. Nous avons parlé de l'aspect fréquence et là on parle de l'aspect des terminaux, des handsets et des smartphones. Actuellement, nous avons vu qu'il y a de plus en plus de terminaux qui sont disponibles qui fournissent le service 5e génération et on prévoit déjà qu'avec la deuxième moitié de l'année 2020, plus de 20% de tous les terminaux qui seront expédiés seront capables de fournir le service de la 5e génération. Et d'ici la fin de l'année 2021, ce pourcentage va avoisiner les 80% de tous les terminaux, tous types confondus. Puis nous avons toutes les fabricants principaux, que ce soit Samsung, Huawei, Oppo, Xiaomi, fournissent déjà des terminaux 5e génération qui supportent la 5e génération. Et ces terminaux seront de plus en plus disponibles en termes de prix. On prévoit d'avoir des terminaux avec un prix qui tourne autour de $300 d'ici la fin de cette année, qui sera assez abordable pour toutes les franges de la population. Voilà. Nous avons mentionné ça déjà plusieurs fois. La 5e génération arrive et elle arrive à grands pas. Maintenant, on va la comparer un petit peu avec la vitesse d'introduction de la 3e et la 4e génération. Vous pouvez voir sur ce slide que la 5e génération va atteindre sa maturité dans l'espace de 3 années seulement. Si on se compare par rapport à la 4e génération, ça a pris plus de 6 années pour atteindre la maturité. Et encore, pour la 3e génération, cela a pris presque 9 ans pour atteindre la maturité, c'est-à-dire passer au-delà de seuil de 500 millions d'utilisateurs. Cela s'explique principalement par tout l'intérêt porté par les différents opérateurs à la 5e génération, car actuellement, pratiquement tous les opérateurs
dans le monde souffrent d'une stagnation ou bien d'une baisse de leur chiffre d'affaires. Et la 5e génération va pouvoir ouvrir des nouveaux potentiels, des nouveaux marketplaces. Cela dit, les opérateurs ont beaucoup d'intérêt à adopter la 5e génération. C'est pour cela que tout l'écosystème est en train d'être mature d'une façon beaucoup plus rapide par rapport aux anciennes générations de communication radio, que ce soit la 3G ou la 4e génération. Voilà. Comme nous avons mentionné dans le premier slide, la 5e génération, ce sera une évolution, plus une révolution. Cela s'explique par la coexistence à long terme entre la 4e génération et la 5e génération. Vous pouvez voir ici les statistiques émises par les GSMA qui disent que le trafic de la 4e génération va continuer à augmenter jusqu'à l'année 2025. Il va atteindre presque un taux d'augmentation de 10 fois. Et vous pouvez voir sur le slide, sur le graphe à droite, que la 4e génération va occuper presque 60% du nombre global des connexions d'ici l'année 2025. Pourquoi l'augmentation de trafic? Parce que dans les premières phases de déploiement de la 5e génération, ce sera difficile d'assurer une couverture complète et nationale en termes de réseau 5e génération. Alors, il y aura beaucoup d'abonnés qui vont souscrire au service de la 5e génération, mais tout en étant mobiles, depuis qu'ils sont mobiles, ils vont devoir à un certain moment ou à un autre de retomber sur le réseau de la 4e génération. Et puisque ces utilisateurs 5e génération ont des packages très généreux, c'est-à-dire en basculant vers la 4e génération, ils vont générer un trafic très important. Cela additionné à l'augmentation de trafic normale de la 4e génération, ce qui fait que le réseau de la 4e génération va servir à véhiculer beaucoup de trafic dans les années prochaines, c'est-à-dire le déploiement de la 5e génération. Cela dit, le développement du réseau 4e génération est très important afin de garantir la fondation en termes de services mobile broadband. Voilà. Dans ce slide, on peut voir que dans le futur, avec l'arrivée de nouveaux services de la 5e génération, on aura la coexistence des deux réseaux, 5e génération et 4e génération. Mais là, on parle de la LTE Evolution, c'est-à-dire l'évolution de la LTE. En fait, la 4e génération avec sa technologie LTE va hériter des services ou bien des technologies de la 5e génération telles que le Massive MIMO et bien d'autres techniques afin de consolider et d'améliorer et d'augmenter la capacité du réseau de la 4e génération afin de permettre le Zero Wait, le Zero Fallback et l'Evolutionary. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons dit que dans les premières phases de déploiement de la 5e génération, on ne pourra pas assurer une couverture complète du réseau 5e génération. Alors, tous les abonnés seront amenés à un moment ou à un autre de rebasculer vers la 4e génération. Voilà. Alors, mais quand l'abonné va rebasculer de la 5e génération vers la 4e génération, il ne devra pas percevoir une dégradation dans sa qualité de service. C'est pour cela qu'on doit améliorer notre réseau 4e génération afin de toujours fournir aux abonnés un service digne de la 5e génération, qui se rapproche des services et des standards de la 5e génération. De cette façon, les opérateurs n'auront pas à attendre à déployer la 5e génération pour fournir des services similaires à la 5e génération. C'est pour cela qu'on dit Zero Wait, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'attendre, vous pouvez d'ores et déjà fournir des services similaires à la 5e génération. Il y aura le Zero Fallback, c'est-à-dire même si l'abonné bascule d'un réseau 5e génération vers le réseau 4G, il n'y aura pas une détérioration de sa qualité de service, donc que ce soit de la qualité de la data ou bien de la voix. Et puis avec l'amélioration et l'évolution du réseau 4e génération, on sera complètement prêt pour l'évolution à la 5e génération. Cela va nous permettre à protéger nos investissements et évoluer tout en douceur de la 4e génération vers la 5e génération, tout en fournissant tous les services de la 5e génération, soit le volet IMBB, le volet MTC ou bien le volet ULLSI. Voilà. Huawei, elle est toujours là, présente pour supporter ses partenaires pour fournir et pour accéder à service de la 5e génération. Huawei, déjà en 2018, était le seul fournisseur qui fournissait des solutions bout en bout pour supporter la 5e génération, que ce soit sur la partie core, la partie transport, la partie radio et même les parties terminales. Et Huawei a continué dans le même
c'est-à-dire la même stratégie pour améliorer les différentes solutions afin de fournir les meilleures et les dernières technologies à ses partenaires afin de pouvoir accéder à l'ère de la 5e génération de la façon la plus smooth, la plus douce que possible. Et Huawei a une multitude de solutions qui s'appliquent à différents types de scénarios, que ce soit des scénarios de couverture indoor, des scénarios de couverture outdoor, c'est-à-dire des scénarios de couverture moyens de transport public ou bien des hotspots, des stades, des hôtels, des aéroports. Huawei a toute une panoplie de solutions qui peut s'appliquer à tous les différents scénarios que possibles et qui seront nécessaires avec la 5e génération. Voilà. Maintenant, passons au volet business parce que c'est la partie la plus importante. Les opérateurs vont choisir et opter à aller de la 5e génération avant d'améliorer leur business. Ici, nous avons 3 exemples. Le premier exemple qui est le 5G WTTX, c'est les services pour les foyers, pour connecter les différents foyers. Puis nous avons les services CloudX et puis le service relatif à l'industrie. Nous allons essayer de voir un petit exemple à chacun. Le AirFiber ou bien le service de connexion des foyers sera le premier use case utilisé par les différents opérateurs avec l'arrivée de la 5e génération. Ici, on vous donne un petit exemple, une petite simulation. Pour un foyer normal, et surtout dans le prix Afrique du Nord, nous avons 6 à 7 membres dans une famille avec plus de 10 terminals à connecter, 2 téléviseurs, 5 smartphones, 2 pads et éventuellement 2 ordinateurs avec différents services tels que Triple Play, c'est-à-dire téléphoner, télévision et Internet qui nécessite au moins 20 mégabits par seconde. Le IPTV avec une résolution de 4K nécessite entre 25 et 40 mégabits par seconde. Le cloud gaming qui peut atteindre jusqu'à 100 mégabits par seconde et le home office tourne autour de 20 mégabits par seconde. Si on considère les membres de la famille avec les différents services, on a besoin d'un service qui tourne autour de 50 à 100 mégabits par seconde minimum. Voilà. Maintenant, si on comprend une petite illustration, un petit exemple, un pays dans le Middle East, Moyen-Orient, on peut voir que 85% de la totalité des foyers est couvert ou bien par des services, des technologies qui ne peuvent pas supporter un débit de 100 mégabits par seconde, ou bien il n'est carrément pas couvert. Alors ça donne 85% de ce qu'on appelle le market space. C'est un potentiel de 85% de foyers qui peut être couvert à travers la 5e génération. La 5e génération peut fournir un service similaire à un service de la fibre optique. Voilà. Vous pouvez voir tout le potentiel qu'il y a derrière. Le deuxième use case, qui est le CloudX, maintenant avec l'arrivée de la 5e génération, avec le haut débit qu'elle peut fournir, on parle de gigabits par seconde, c'est-à-dire on peut atteindre les gigabits par seconde, avec un temps de latence très minime, on peut, c'est-à-dire, commencer à travailler sur des services à base de cloud. C'est-à-dire, je vous donne un petit exemple, le cloud gaming ou bien le cloud PC. C'est-à-dire, actuellement, si vous devez ou bien vous voulez faire des applications sur votre PC, vous devez acheter un PC qui a une certaine capacité en termes de mémoire, de processing et de stockage. Maintenant, grâce au cloud services, vous pouvez juste vous équiper d'un light equipment, d'un light terminal, même d'un smartphone, d'un téléphone, qui n'a pas toutes les spécifications de votre ordinateur, qui va être connecté à travers une connexion 5e génération très fiable et très puissante vers un cloud. Et dans cette cloud, vous aurez toutes les ressources nécessaires avant de faire tourner votre application, que ce soit une application du PC ou bien de cloud, de gaming, ou bien même de réalité virtuelle ou bien de réalité augmentée. C'est-à-dire vous n'aurez pas besoin d'acquérir ou d'acheter la console de jeu. La capacité et les ressources de la console de jeu vont être implémentées sur le cloud et grâce à la connectivité 5e génération, avec votre light terminal, votre terminal très très léger, vous pouvez avoir des performances ultimes et des performances très élevées parce que les ressources sont déployées dans le cloud et la connexion 5e génération va permettre une connectivité haute fidélité. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de latence, il n'y aura pas de congestion, il n'y aura pas de variation de throughput. C'est-à-dire vous pouvez jouer à votre jeu d'une façon très 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 smooth. Voilà.
Ici, nous avons une petite illustration, le cloud PC ou bien le cloud gaming. Sans trop tarder, je vous propose de visualiser une petite vidéo qui va vous donner une idée sur le cloud gaming et comment ça se passe. C'est-à-dire avec juste un téléphone ordinaire avec une connexion 5e génération, vous pouvez jouer à des jeux. C'est comme si vous êtes en train d'utiliser une console de très haute performance. Nous avons vu des applications pour le home broadband, la connexion des foyers, et puis nous avons vu l'application cloud gaming, c'est-à-dire comment jumeler la connexion 5e génération avec les services cloud afin de fournir des nouveaux services tels que le cloud gaming, comme nous avons vu dans la vidéo. Maintenant, la 5e génération pour l'industrie. C'est un volet très important parce qu'on pense que ce segment n'était pas bien couvert par les technologies 3e et 4e génération. Avec la 5e génération, on aura des centaines, voire des milliers de nouvelles applications qui peuvent s'appliquer à l'industrie. Et ici, nous avons un petit exemple qui est le Connected Car, c'est-à-dire les voitures connectées et autonomes. Nous avons une multitude d'applications qui peuvent être utilisées, telles que les véhicules de nettoyage des rues, qui seront des véhicules autonomes, qui ne nécessiteront pas un bonhomme pour les conduire et pour les opérer. Nous avons les shuttle bus, c'est-à-dire les bus de transport dans les campus et autres, qui vont être totalement autonomes grâce à la connexion 5e génération. La particularité de la 5e génération, qu'elle va pouvoir donner un débit montant très important qui peut être utilisé pour transporter tout ce qui est vidéo et les données des différents capteurs de véhicules autonomes. Aussi, il y a la latence très minime qui est très très importante parce qu'on a besoin d'avoir un véhicule qui doit réagir à temps réel. Par exemple, s'il y a un obstacle ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire la réaction doit être, c'est-à-dire si le système va juger que la voiture doit changer de trajectoire ou quelque chose d'autre, c'est-à-dire la réaction du véhicule doit être immédiate. Cela ne peut être réalisé que grâce aux spécifications de la 5e génération en termes de latence et en termes de débit. Cela va apporter d'énormes potentiels. Ici, nous avons juste cité l'exemple de Connected Cars. Voilà. Merci et Yatikum Saha et j'espère que cela a été utile pour vous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très honorée de participer dans ce webinaire. Et aujourd'hui, j'aimerais présenter un topic qui est très, qu'on dit en anglais, un hot topic, c'est les réseaux FTTH ou bien les réseaux FTTX. Aujourd'hui, je vais expliquer un petit peu les tendances dans les réseaux FTTH. Les réseaux FTTH sont les réseaux à base de fibres optiques pour construire l'infrastructure des réseaux filaires. Ces réseaux FTTH ont été déjà déployés dans le monde, en Europe, en Asie, et en Afrique et aussi en Algérie. Donc, tout d'abord, j'aimerais bien commencer par tout ce qui est mise à jour. On est où dans le fixe? Le fixe, comme le mobile, on est déjà dans la 5e génération du fixe. Cette
Ce concept de 5e génération, il a été imposé par l'organisation de standardisation ETF vers la fin de 2019. Ce concept de 5e génération, c'est pratiquement le même comme le mobile, sauf que dans le fixe, la première génération, comme vous voyez, elle a commencé toute petite, c'était la voix. On arrive dans la 3e et la 4e génération dans la partie vidéo qui enrichit les packages des opérateurs. Et on arrive à la 5e génération. La 5e génération, c'est vraiment toute une autre histoire parce que les générations 1 à 4, 1 à 3 plutôt, étaient à base de technologie de cuivre. Commençons la 4e génération où il fallait que le débit offert au client final dépasse les cinquantaines, même jusqu'à 100 mégabits par seconde, afin de fournir au client final le service 4K qui consomme énormément de la bande passante. L'infrastructure de la 4e génération, c'était à base du GPON. On arrive à la 5e génération, là on parle du DigiPON. Qu'est-ce qui est de spécial dans la 5e génération? La 5e génération, c'est le boom des services, c'est le boom de débit. Elle se repose sur 2 points très importants. Le premier, c'est la latence. C'est des services très sensibles, comme les services online gaming, comme le smart manufacturing, comme la télémédecine qui demande vraiment de la précision et de la bande passante. C'est une zone où les opérateurs doivent focaliser à construire le réseau FTTH à base de DigiPON afin de fournir non pas aux clients business, même aux clients résidentiels, des débits de l'ordre de 1 gigabit par seconde. Et c'est ce qu'on voit dans le slide prochain. Donc, ça c'est un petit peu le plan des pays, le plan de l'opérateur, qui a été défini comme Digital Europe en 2020. C'est l'introduction des débits, 2 débits uniquement. C'est le débit 1 gigabit par seconde et le débit 100 mégabits par seconde. La Corée aussi, qui a vraiment une avance très technologique dans le monde télécom et ICT. Donc la Corée, elle commence à mettre un pas qui arrive jusqu'à 10 gigabits par seconde par client. La Chine, grâce au plan National Broadband Network, en 2020, a déjà mis une base que toutes les villes et toutes les provinces en Chine doivent avoir 100 mégabits par seconde, et ça c'est comme basic, ça c'est comme la base. Et dans les villes développées en Chine, comme Shanghai et comme d'autres villes, ils prévoient de commencer à commercialiser des accès de 1 gigabit par seconde. Donc si on va dans le graphe qui est dans le côté gauche plus haut, donc on commence dans les années 2010 avec des débits, avec la technologie ADSL de plus 10 mégabits par seconde. On arrive dans la zone de 2015, on rentre dans la phase des centaines de mégabits par seconde. Et en 2020, on a déjà des opérateurs qui sont déjà rentrés dans la zone gigabit par seconde et qui ont déjà lancé des services à base de l'accès gigabit par seconde, comme l'opérateur PCCW et d'autres opérateurs, et aussi aux États-Unis, comme Comcast et Google Fiber. Donc, tous ces détails et toute cette tendance technologique et avantages de la fibre optique nous remet déjà. On définit c'est quoi déjà FTTX, même si j'ai plus orienté ma discussion vers la partie FTTH. C'est quoi FTTX? FTTX, c'est composé avec 3 lettres, B, C, H. C'est Fiber to the Building, c'est-à-dire à partir de la salle machine jusqu'au bâtiment, le support déployé, c'est la fibre optique. Et à partir du building ou bien le bâtiment, la distribution vers le client final, elle reste telle qu'elle est, c'est le support de cuivre. C'est-à-dire le client final dans la partie FTTB, si le débit ne dépasse pas les 20 mégabits par seconde, on peut dire qu'il peut garder son modem. Dans la partie FTTC aussi, Fiber to the Curb, ou bien fibre jusqu'au trottoir, ou bien ce que permettez-moi de nommer plus fiber jusqu'à la rentrée du quartier, c'est disons 800 mètres, c'est la même chose, c'est la fibre jusqu'au ce point. Et à partir de ce point, l'entrée du quartier, on aura la distribution en cuivre. FTTH,
c'est la fibre de bout en bout jusqu'au client avec le support de fibre optique. Et on verra dans les cadres des réseaux FTTH, là on est obligé d'acquérir des nouveaux terminaux optiques qui sont carrément différents des terminaux qu'on a l'habitude de déployer dans la partie FTTB, FTTC. C'est des modems optiques. Maintenant, on parle de la topologie FTTH, FTTB. Voilà. Donc, pour résumer, on a 3 points principaux dans cette topologie FTTH ou FTTB. On a l'équipement OLT au niveau de la salle machine qui va fournir les cartes GPON ou bien les cartes optiques. On a un réseau de distribution optique et on a le client final. 1, 2, 3. Donc, pour la partie FTTH, on a la distribution de fibre optique jusqu'au client final et le client final doit acquérir un nouveau modem optique. Pour la partie FTTB, même chose, on a 3 points. On a l'équipement OLT, on a le réseau de distribution ODN et on a un équipement qui sera installé au niveau de building. La distribution optique de l'OLT jusqu'à l'équipement au niveau de building, c'est en fibre optique. Et à partir de l'équipement ONU ou bien l'équipement qui est installé au niveau de building, on aura une distribution en cuivre et l'équipement et le client final, il peut garder son terminal. Voilà. Donc, ça c'est la topologie en général. Je vais faire un focus sur la partie qui était en box au milieu, c'était la partie ODN. C'est quoi la partie ODN? ODN, c'est réseau de distribution optique, Optical Distribution Network. Donc, pour cette partie, je focalise beaucoup plus sur la partie FTTH. On a la seule machine, comme vous voyez dans la photo, comme vous voyez dans le slide. On a l'équipement OLT, on a l'équipement ONT. L'équipement OLT, c'est l'équipement qui va fournir les cartes optiques. Et on a un tiroir de distribution optique, l'ODF. Puis, on aura un premier point de distribution qui s'appelle Fiber Distribution Terminal, dans lequel le câble optique sortant de la seule machine va être acheminé, ce qu'on appelle en underground, c'est-à-dire souterrain, jusqu'au premier point, l'équipement FDT. À partir du premier point FDT, on appelle ce morceau-là, on l'appelle partie feeder, et le type de câble, c'est le câble feeder. À partir du point FDT, on a un autre point, c'est le point FAT. C'est le dernier point d'accès. Je ne sais pas si vous avez des données par rapport au réseau de cuivre. Le FAT, c'est l'équivalent un petit peu du PC. Il est composé de 8 ou bien 16 accès. C'est le dernier point de distribution jusqu'au client final. Le point au milieu, le morceau au milieu, on utilise les câbles de distribution. Et à partir du point FAT, on aura la distribution du FAT jusqu'au client final via le câble spécial qui est le câble drop cable. Donc, dans une installation FTTH, si vous demandez une installation FTTH à l'opérateur, l'opérateur il va envoyer une équipe technique qui va faire l'installation nécessaire, comme tout à fait on a fait dans le passé pour la partie téléphonie. Donc il y aura une installation, le FAT peut être installé au niveau à l'intérieur du building ou bien à l'extérieur, et il y aura une distribution des câbles drop cable de ce point FAT jusqu'à votre maison, jusqu'à l'intérieur de votre maison. Donc les techniciens vont accéder chez vous pour faire l'installation du drop cable et même d'installer votre modem optique. Voilà. Pourquoi on donne plus d'importance pour la fibre optique? Pas uniquement par rapport à son évolution. Si on revient dans le premier slide, la 5e génération du fixe, elle a été définie pour les services qui sont beaucoup plus gourmands en bande passante et qui demandent beaucoup de critères de qualité et de latence pour les services. La partie FTTH, en ce moment, représente une infrastructure pour le développement du ICT pour tous les opérateurs dans le monde entier. Donc, l'évolution du FTTH, le FTTH a commencé par GPON, qui offre 2.5 Go en downlink et 1.25 Go en uplink. La technologie DigiPON, elle est beaucoup plus puissante en termes de capacité. Donc, en downlink, on a 10 gigabits par seconde et en uplink, on a 2.5 gigabits par seconde. Et la technologie qui est
toute récente, c'est la 50G, 50 GPON qui n'est pas encore déployée, mais tous les tests ont été finalisés, etc. Donc, quand vous voyez l'équipement dans le slide, il accepte toutes les cartes GPON, 10 GPON et même 50 GPON. Et toutes ces trois parties, GPON, 10 GPON et 50 GPON, ont différentes longueurs d'onde. Donc, il y aura une partie de multiplexage, tout à fait comme les réseaux WDM, et toutes les longueurs d'onde des trois parties GPON, 10 GPON et même 50 GPON dans le futur vont être portées sur le même réseau de distribution optique ODN, afin de fournir les accès pour les clients résidentiels ou même pour les clients business. Voilà. Donc, après avoir vu l'évolution de la technologie de fibre optique, j'aimerais bien partager nos positions dans le marché mondial avec la source Ovum. Vous voyez trois parties. La première partie, c'est Market PON. Market PON, c'est par rapport à la carte GPON. Toujours, on est dans la première position si je compare les données de troisième trimestre 2018 avec le deuxième trimestre 2019. Nous sommes en première position en tant que fournisseur des cartes GPON. Pour la partie NGPON, NGPON inclut 10 GPON et 40 GPON. On est dans la première position, première part du marché mondial, quel que soit dans le troisième trimestre 2018 et le deuxième trimestre de 2019. Les terminaux aussi, qui représentent un point important. Et nous avons aussi une dominance. Nous sommes dans la première position dans la vente des terminaux optiques, ONT. De plus, je veux partager avec vous notre contribution avec les organisations de standards ITUT. Nous avons des responsables de recherche et développement qui sont déjà, qui participent dans la création des protocoles, qui participent dans les brevets. On a des chercheurs qui sont actifs dans la partie fibre, dans la partie cuivre et dans la partie câble. Et nos chercheurs ne sont pas dans des positions de collaborateurs, mais ils sont nommés dans des positions de chairman. Dans l'organisation de standardisation Broadband Forum et I3E, aussi nous avons des chercheurs qui travaillent dans plusieurs domaines, domaine réseau fixe, domaine home network, domaine câble, domaine vidéo et domaine SDN et NFV. Je termine avec ce slide, notre présence ou bien nos marchés dans le monde. Nous avons vendu et collaboré avec plusieurs opérateurs et des top opérateurs dans le monde. Et ça inclut et ne se limite pas à Telefonica, Deutsche Telekom, France Telecom, Telecom Italia, British Telecom, Vodafone et même dans d'autres opérateurs en Asie. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette présentation a donné au moins une idée claire par rapport au réseau FTTH. J'insiste à ce que le réseau FTTH sont les futurs et représentent l'infrastructure pour le développement de ICT, non seulement en Algérie, mais dans le monde entier. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue aujourd'hui à notre événement IT Day qui s'effectue en ligne. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des dernières technologies de Huawei par rapport aux batteries Smartly. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, donc on va parler des challenges et de la révolution dans le domaine de Data Center Facility. Donc d'après notre étude, nous avons résumé les challenges en 4 points. Donc le premier point, donc ça concerne les data centers ou l'espace au sol au data center ou le footprint. Donc actuellement, les systèmes des UPS et les batteries consomment plus d'espace par rapport aux équipements IT ou par rapport au load utile pour le client. Donc cet espace il est estimé à 30% d'espace au sol uniquement pour les batteries et pour les UPS. Donc le deuxième point, ça concerne l'architecture, elle n'est pas modulaire et elle est rigide. Donc, c'est un casse-tête pour les ingénieurs data center, spécialement avec l'avènement des nouvelles types d'applications où on demande
toujours plus d'extension, plus d'énergie pour gérer le load. Donc le troisième point, c'est par rapport à l'efficacité. Donc actuellement, les data centers consomment plus de ressources pour refroidir le data center, pour gérer le load. Donc on parle d'un PUI qui est très élevé, qui dépasse les 2.0. Et le quatrième point, c'est que les data centers traditionnels n'ont pas des solutions pour le management centralisé de tous les équipements de data center. Donc on parle d'un management manuel où on a besoin d'avoir une personne à l'intérieur de data center 7 sur 7, 24 heures sur 24 heures pour faire uniquement le management et la prédiction, l'inspection des erreurs. Donc, si on parle de la révolution des data centers, donc comme vous savez, le système des UPS n'est pas un système récent. Il date des années 40. Donc, le premier UPS, c'était la roue tournante. Et ce système, il permet d'assurer une efficacité de 50 à 60%. Le management, il est purement analogique. Donc, on a besoin d'avoir des ingénieurs, des mécaniciens à l'intérieur de data center pour vérifier ce système. Donc, ensuite, il y a eu la deuxième révolution, c'était les UPS basés sur les semi-conducteurs. Donc là, on parle des années 70 et des années 90. Donc avec cette solution, donc, on a augmenté l'efficacité à 88%, mais on a gardé toujours le système de management analogique. Ensuite, dans les années 90 jusqu'à 2000, donc, on a vu l'apparition des premières UPS de type Tower ou de type Tour. Donc donc avec ces systèmes, l'efficacité elle a augmenté de 92 jusqu'à 94%, mais le management et le contrôle, c'est un management hybride entre digital et numérique. Et là, avec l'avènement de la nouvelle ère, donc c'est l'ère de la digitale, l'ère de l'intelligence artificielle. Donc là, on parle des nouveaux types de UPS. Donc c'est des UPS qui sont modulaires, qui ont une très haute efficacité. Donc on parle d'une efficacité supérieure à 96%. Ces équipements, ils sont basés sur l'IGBT. Donc le management et les opérations, il se fait d'une manière digitale. Donc on parle des équipements qui sont hot swap. Donc on peut faire les interventions d'une façon transparente pour les applications, pour le load de l'entreprise. Donc Huawei est un leader dans le domaine des UPS modulaires. Donc on a une part de marché de 34%. On a gardé on est resté leader pour les 2 dernières années consécutives. Donc parmi notre technologie, donc on a la plus haute densité en termes de puissance. Donc on parle des modules qui peuvent aller jusqu'à 30 kilovolts dans uniquement 2 U. On a des modules entre 50 et 55 kV entre 3 U. Et prochainement, on aura des modules à 100 kVA pour 3 U. Donc avec cette technologie, on peut imaginer des scénarios où on a des UPS qui peuvent aller jusqu'à 1,6 MV en uniquement de rack. Donc avec ces technologies, on peut réduire l'espace au sol jusqu'à 30% et on garde toujours une efficacité supérieure à 97%. Donc, si on fait un focus sur les batteries, comme vous le savez, les batteries, c'est la partie qui n'a pas changé depuis des décennies dans le data center. Donc, la première utilisation des batteries était en 1860. L'introduction des batteries dans le domaine des UPS et dans le domaine de data center s'est effectuée en 1970 et on a gardé cette technologie jusqu'à 2020. Actuellement aussi, on utilise des batteries de type lead-acid dans les data centers. Donc là, avec les nouvelles technologies des batteries lithium, spécialement avec l'avènement des nouveaux types d'applications comme les téléphones mobiles, les tablettes et les véhicules électriques, donc on est en train de changer la façon de faire à l'intérieur de data centers. Donc on a introduit les data centers smartly dans les Smartly dans le data center. Donc la prochaine révolution à l'intérieur de data center, ça sera les batteries. Donc on change les batteries lead-acid to l'ion. Donc si on fait un focus ou un résumé des majeurs points par rapport au problème des batteries traditionnelles. Donc, le premier problème, c'est le footprint, le poids et la durée de vie qui est réduite. Donc, avec les batteries lithium, donc, on va répondre à ce besoin.
Donc Huawei est un leader dans le domaine des UPS et spécialement dans les batteries. Donc avec les solutions de Huawei Smartly, ça permet de réduire les coûts pour les entreprises. Donc on parle d'un TCO qui est réduit parce que les batteries de type Smartly ont une durée de vie qui est supérieure de 2 à 3 fois les batteries lead-acid. On parle d'un footprint ou d'un espace au sol qui est réduit. Donc on parle on peut réduire le footprint de 2 tiers. En termes de disponibilité, donc on a une technologie unique qui s'appelle Adaptive Current Balance Control. On peut utiliser les batteries traditionnelles et les batteries Smartly, on peut les mixer dans le même data center, donc ça permet de protéger l'investissement des clients. Et avec cette solution, donc on a le MTTR qui est réduit. Donc pour la sécurité, donc la technologie de Smartly, elle est basée sur LFP, donc c'est une technologie qui est sécure. Donc on va voir après dans les vidéos par rapport à la sécurité. Et la technologie Smartly aussi, elle est basée ou construite autour d'un BMS, le Battery Management System. Donc ce qui permet de changer la façon de faire pour le management, d'aller de réactif vers prédictif. Donc, les 6 raisons de choisir les batteries Smartly dans les data centers. Donc, comme vous savez, Huawei, c'est un leader dans le domaine des data centers. Donc, on a une parfaite connaissance et une maîtrise pour le système des UPS et les systèmes des batteries dans le data center. On a aussi une parfaite maîtrise et connaissance dans le domaine des courants AC et DC. Donc, on est numéro 1 par rapport aux onduleurs modulaires. On a plusieurs partenariat avec des leaders dans le domaine de l'énergie. Nous avons aussi utilisé les batteries Smartly dans le domaine des opérateurs. Donc, on a commencé à utiliser, on a une expérience de 9 ans. Notre architecture, elle est basée sur une structure LFP et on a introduit l'intelligence artificielle à l'intérieur des UPS et des systèmes de management pour prédire les différentes failles, les différentes défaillances à l'intérieur de data center. Donc, toutes ces raisons poussent les clients pour choisir les technologies Smartly de Huawei. Donc, un modulaire UPS plus des batteries Smartly, donc ça permet de créer plus de valeur pour les clients ou pour les entreprises. Donc, si on fait un résumé par rapport ou le challenge par rapport aux batteries lead-acid, donc on peut avec les batteries Smartly, on peut réduire l'espace au sol de 2 tiers. On peut aussi réduire le poids des batteries de 2 tiers aussi. Donc, si on parle de durée de vie, donc on a une durée de vie qui est 2 fois plus qu'une batterie traditionnelle. Donc, dans les batteries traditionnelles, réellement, dans le terrain, donc, on parle de 3 à 5 ans, mais avec les batteries Smartly, donc, on peut aller jusqu'à 10 années. Donc là, avec cette durée de vie qui est longue, donc on peut actuellement aligner la durée de vie des EPS avec les batteries. Donc, le 4e point, ça concerne le management. Donc là, le management des batteries. Donc là, les batteries Smartly sont construites autour d'un BMS, alors que les batteries traditionnelles, pour faire le management, il faut rajouter un équipement ou un contrôleur avec les batteries pour avoir les différentes mesures. Donc, sur ce slide, nous avons le float charging. Donc, on voit que les batteries lead-acid, même après 15 ans d'utilisation, on garde toujours un taux de charge de 70%. Donc, l'architecture ou la structure des batteries LFP utilisées par Huawei, donc elle permet d'assurer une haute sécurité pour les data centers. Donc, comme on le voit dans les vidéos, on a une comparaison entre une architecture LFP et une structure LMO. On essaie de perforer la cellule et on voit clairement que la cellule LMO prend feu. Donc, on parle par rapport au coût des batteries Smartly. Donc, comme vous le savez, avec l'avènement des nouvelles types d'applications pour les batteries, comme les téléphones mobiles, les tablettes, les véhicules électriques et autres, le coût des batteries est réduit. Et là, on est en train de prédire que 2025, l'utilisation des batteries Li-ion, elle va augmenter dans les data centers de 35%.
Donc la technologie Huawei Smartly, elle est équipée d'une technologie unique qui s'appelle Adaptive Current Balance Control. Donc cette technologie, elle permet, dans le cas de perte d'une batterie, de garder toujours le même courant à l'intérieur de data center. Donc en isolant carrément la batterie et en gardant l'utilisation des autres batteries. Donc les autres batteries vont couvrir la charge pour le courant. Donc au lieu d'avoir une interruption dans tout le pack, on va garder le même pack ou la même chaîne de batterie avec la batterie défaillante et en gardant la même tension ou le même courant. Donc, par rapport à l'extension, donc, si on peut imaginer, sur ce slide, donc, on peut imaginer un scénario où on a un système UPS qui peut aller jusqu'à 300 kW, donc c'est un UPS modulaire, et le besoin initial est uniquement de 150 kW avec un backup time de 15 minutes. Donc là, pour répondre à ce besoin, on peut utiliser un UPS modulaire qui peut aller jusqu'à 300 kW, mais pour le besoin initial, on peut utiliser uniquement 3 modules de 50 kW équipés avec une batterie Smartly. Et le jour où on va faire une extension, il suffit de rajouter uniquement les modules UPS, les 3 modules UPS de 50 kW et une autre chaîne de batterie ou un autre pack de Smartly batterie. Donc là, l'extension, elle se fait en ligne et elle se fait d'une façon transparente. Donc, pour traiter le management, donc nous avons introduit une intelligence, 3 niveaux d'intelligence pour la gestion des UPS, pour la gestion des batteries. Donc le premier niveau, c'est le SBMS, donc il permet de faire l'alarm management, donc il permet de gérer tout ce qui est alarme, de faire du reporting, d'extraire les rapports et pour les analyses. Il permet d'avoir l'état de santé de système. Donc le deuxième niveau, c'est le BMS. Donc le BMS, c'est le Battery Management System. Donc il permet de voir la charge et la décharge des batteries. Il permet de faire l'alarme et la protection contre. Il permet de voir l'alarme et la protection des équipements. Et on a aussi la fonctionnalité de Current Balance Control Between Cabinets. Donc avec cette fonctionnalité, ça permet de garder un courant constant entre les deux cabinets, si on a deux cabinets dans le data center pour les batteries. Donc le troisième niveau, donc, ça concerne les batteries. Donc il permet d'avoir des informations par rapport au voltage, par rapport à la température. Il permet aussi de faire le balance de courant entre les différentes batteries. Donc, avec la technologie Smartly, donc on peut changer la façon de faire à l'intérieur de data center. Donc, avant, on parlait des batteries uniquement pour résister à un laps de temps en cas de défaillance sur le système principal. Mais là, on peut utiliser les batteries pour stocker de l'énergie et la réutiliser. Donc, on peut imaginer par exemple un scénario où on a dans certains pays où la consommation dans les pics, dans les heures de pic, elle est très élevée. Donc, durant cette pic, on peut réutiliser ce qu'on a chargé dans les batteries pour réduire le coût de consommation électrique pour les entreprises. Donc, on fait un résumé des avantages des batteries Smartly de Huawei. Donc, on peut parler de cost saving ou la réduction de coûts. Parce que les batteries ont une durée de vie très élevée. Donc, on parle de 10 à 15 ans. Donc, ça permet de réduire le TCO. Ça permet aussi de réduire l'espace au sol de 60%. Donc là, on n'a plus besoin d'avoir des gros data centers ou des grosses salles des batteries. Donc la maintenance, elle se fait online. Donc ça permet de réduire les coûts de maintenance et de maximiser le taux d'utilisation de l'énergie à l'intérieur du data center. Donc le deuxième point, c'est concerne la disponibilité. Ou la haute disponibilité. Donc là, avec les batteries Smartly de Huawei, ils sont équipés de patentes AC/DC qui permet d'avoir un short MTTR, il permet d'avoir une extension online. Donc, par rapport à la sécurité, donc la structure LFP, elle permet d'assurer une meilleure sécurité contre les incendies à l'intérieur des data centers. Et les batteries sont construites autour d'un BMS, donc ce qui permet de changer la façon de gérer. Donc on a le système réactif, on peut voir s'il y a une alerte, on peut la vérifier. Et on a aussi le système prédictif. Donc on peut prédire, par exemple, le temps de changement des batteries, le temps de changement des composants. Donc, sur ce slide, on a le résumé ou les spécifications des batteries
Smartly de Huawei. Donc la batterie, elle est composée de cellules. Donc chaque cellule, ils vont composer un pack et les packs ils vont être mis dans un rack. Donc là, par exemple, on prend avec un seul cabinet, on peut aller jusqu'à plus de 40 kW. Avec les batteries Smartly de Huawei, donc ça permet de réduire les investissements pour les entreprises et ça permet aussi de créer de la valeur pour les entreprises et pour les data centers. Donc on arrive à la fin de cette présentation. Merci pour votre attention et restez chez vous. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous partager ce moment de plaisir et de joie qui est l'événement IP Club. Cet événement est dédié aux fans des technologies du réseau. Dans cette présentation, nous allons discuter sur les réseaux intelligents et les réseaux à base d'intention. Nous allons répondre à plusieurs questions comme quels sont les besoins et challenges en termes de réseau pour la nouvelle ère de l'intelligence artificielle, comment capitaliser les capacités de l'intelligence artificielle dans un réseau et quelle est la relation entre l'intelligence artificielle et les réseaux. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter, je suis Abderrahman Tekfi, je fais partie de l'équipe solutions du Business Group Enterprise. Je possède 10 ans d'expérience dans le domaine des TIC, 3 ans dans le Moyen-Orient. J'ai eu le privilège de contribuer dans plusieurs projets de transformation digitale, tels l'université en ligne, le e-commerce et d'autres dans le secteur oil and gas. Commençons par cette vidéo pour introduire le concept du réseau à base d'intention. Chez Huawei, nous croyons que le réseau autonome est le réseau futur, où le réseau devient un réseau vivant, un réseau capable d'apprendre par lui-même, capable de penser et de prendre des décisions. Il peut s'auto-opérer et s'auto-protéger. Nous pensons qu'atteindre ce réseau est un long voyage et c'est un challenge, car les réseaux existants ne comprennent pas les besoins du business qui ne sont pas exprimés en termes de mots techniques. La question qui se pose maintenant est comment on peut atteindre cet objectif? Comment résoudre ce problème? La résolution de ce problème sera de créer un jumeau digital du réseau en utilisant les ABC technologies. A pour l'intelligence artificielle, B pour les big data et C pour le cloud. Permettez-moi d'introduire le concept du Intent-Driven Network ou le réseau à base d'intention. Dans la réalité, nous avons des besoins en termes de business ou bien en termes d'opération. Par exemple, nous avons l'intention de mettre en place une salle de réunion ou salle de conférence pour XY utilisateurs, offrant un accès Internet ou autre service. Ça, c'est une intention. Maintenant, comment on va implémenter ça? Nous avons deux méthodes. Soit la méthode traditionnelle où on va faire une configuration manuelle box par box, ou bien l'utilisation des solutions telles le Network Cloud Engine. Notre solution se compose de 4 services, ce qu'on appelle les 4 engines. Le Intent Engine qui va traduire le besoin du business en langage réseau, c'est-à-dire adresse IP, QoS, bande passante et autres. Automation Engine
qui va paramétrer les équipements d'une manière automatique. Analytics Engine, basé sur les big data, ce service va récolter les metadata et ne pas les données des utilisateurs, incluant les informations de cas de login avec succès, la consommation de la bande passante et autres. Intelligent Engine, basé sur l'intelligence artificielle et en utilisant les résultats du Analytic Engine, ce service peut prévoir les problèmes et faire le self-healing, ce qui répond à la question comment capitaliser les capacités de l'intelligence artificielle dans un réseau. Cette solution nous permet d'aller d'un réseau traditionnel qui est centré sur la technologie, sur les protocoles, sur les box, sur les réseaux, à un réseau qui est centré sur le business, qui est centré sur les intents. D'un réseau qui est réactif, donc on attend une réclamation de la part des utilisateurs, un réseau proactif qui peut améliorer l'expérience des utilisateurs d'une manière automatique et d'une manière proactive. Cette solution aussi permet au réseau d'être indépendant des gens qualifiés. Et cela en utilisant beaucoup d'automatisation et de l'intelligence artificielle pour configurer les configurations avancées. Notre solution iMaster possède 5 avantages. Le premier avantage, c'est l'intelligence. Elle permet au réseau de devenir un réseau proactif qui peut prendre des actions, qui peut prédicter les problèmes et qui peut faire le self-healing. La solution, elle aide le réseau à être simple en termes d'architecture et en termes de maintenance et d'opération. La solution offre un réseau ultra broadband, c'est-à-dire un réseau qui supporte tout type de trafic. La voice, les données, la vidéo et même le trafic généré par les équipements IoT. La solution est ouverte. Nous avons plus de 170 API ouvertes qui permettent l'intégration de la solution avec des clouds, avec des orchestrateurs ou bien des solutions avancées qu'on va voir quelques exemples après. Aussi, la solution est sécurisée et toujours en utilisant les capacités de l'intelligence artificielle et les big data, on peut détecter les trafics sains, les trafics malveillants et on peut piéger l'attaquant. On arrive à la question, quelle est la relation entre l'intelligence artificielle et les réseaux? On peut voir cette relation en 3 couches. La première couche, c'est l'intelligence artificielle embarquée dans les équipements pour apprendre ce qui passe et prendre des décisions en temps réel pour améliorer les performances du réseau, comme la détection des interférences, la gestion automatique des files d'attente, la gestion automatique des buffers et autres. La deuxième couche, c'est au niveau du Digital Twins, en utilisant les services déjà expliqués pour collarer les données de tout le réseau et avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe dans le réseau et surtout pour améliorer l'expérience des utilisateurs en temps réel. La troisième couche, c'est d'intégrer cette solution avec des clouds privés, des solutions en relation avec le business. Donc, par exemple, nous avons un mall. Il peut intégrer cette solution avec ses solutions de géomarketing et le marketing ciblé pour déduire les hotspots et les endroits les plus fréquentés par ses clients. Cela peut impacter sur le prix de la location, ainsi de suite. Toujours dans le concept de l'intelligence artificielle embarquée dans les équipements, et sachant que nous avons 3 types de chipsets ou 3 types de puces embarquées dans les équipements. Nous avons le processeur qui est utilisé au niveau du contrôle plein et aussi nous avons la puce qui traite les paquets et nous avons des puces qui traitent le transfert des données. Huawei aujourd'hui est capable de créer ces 3 puces, les chipsets. Et cela est le résultat de 20 ans de travail.
En 2018, nous avons mis en place des routeurs, des commutateurs de campus et des commutateurs de data center, tout avec des puces développées par Huawei et qui possèdent de l'intelligence. Prenons le cas de la technologie Wi-Fi et voyons le résultat de l'intégration des capacités de l'intelligence artificielle dans cette technologie. Il faut savoir qu'il y a deux facteurs qui poussent l'évolution des technologies. Nous avons la technologie elle-même, c'est-à-dire l'évolution des algorithmes, l'évolution du multiplexage, l'évolution d'encodage, ainsi de suite, et aussi le développement des applications et des scénarios. Par exemple, nous avons le cas de la téléconférence. Prenons le cas de la téléprésence et voyons l'évolution du besoin et l'impact sur l'évolution de la technologie. Donc, pour avoir une bonne user experience pour son utilisateur, avant la vidéoconférence, partager uniquement la voix et le desktop sharing. Pour assurer ce besoin, on avait besoin de 2 à 5 mégas par utilisateur. Quand on est passé à Small Dimension vidéoconférence et les Wireless Projection, pour le même besoin de 100 utilisateurs, on avait besoin de 8 à 12 mégas, ce qui a poussé la technologie Wi-Fi d'aller de la norme Wi-Fi 4 à la norme Wi-Fi 5 pour répondre à ce besoin. Actuellement, on fait des téléprésences avec une qualité de vidéo de 4K. Et pour assurer une bonne expérience de ces 100 utilisateurs, nous avons besoin de 30 mégas par utilisateur. Uniquement le Wi-Fi 6 qui peut répondre à ce besoin. Le deuxième scénario, c'est le scénario de la virtuelle réalité et la réalité augmentée. Dans ce cas, on va prendre le scénario de e-banking avec 40 utilisateurs. Donc, avant, les applications, c'était juste la vidéoconférence avec 8 mégas pour chaque utilisateur, faisait l'affaire. Quand on est passé à des vidéoconférences interactives en utilisant des vidéos HD, on avait besoin de 13 mégas par utilisateur. Donc, on utilisait le Wi-Fi 5. Actuellement, nous avons des e-banking, nous avons des pensées d'aller vers une réalité augmentée d'une banque. Et pour assurer une bonne expérience à ces 40 utilisateurs, nous avons besoin de 70 mégas par utilisateur, uniquement le Wi-Fi 6 qui peut répondre à ça, et ce qui a poussé les gens à créer le Wi-Fi 6. On revient maintenant sur le volet technologie et l'évolution. Actuellement, on utilise des smart antennas. Avant, on utilisait des omnidirectionnels antennas qui favorisent les interférences. Maintenant, nous avons une seule antenne qui embarque plusieurs antennes directionnelles et le roaming entre ces antennes directionnelles se fait d'une manière intelligente, ce qui permet une meilleure couverture de 20%. Toujours dans le cas de l'intégration de l'intelligence artificielle dans le scénario Wi-Fi, nous avons embarqué des chipsets intelligents dans les points d'accès. Ces chipsets vont gérer les files d'attente d'une manière intelligente, ce qui a permis d'avoir des résultats qui nous a permis de réduire les latences à moins de 10 millisecondes. Aussi, nous avons embarqué la solution par des capacités de l'intelligence artificielle qui offre un soft roaming avec 0 packet lost. Aussi, afin d'intégrer plusieurs scénarios, tels le scénario du IoT, nos points d'accès peuvent intégrer des cartes et on peut faire la convergence IoT Wi-Fi. Nos points d'accès supportent le Wi-Fi
et supporte le RFID, le Zigbee et le Bluetooth. Ce qui va générer une réduction en termes de coût d'investissement de 50%. Toujours dans l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le Wi-Fi, nos points d'accès possèdent une antenne dédiée pour la détection des interférences. Elle fait les interférences scanning. Et elle fait une remonte de données vers la solution qui est le Campus Insight. Cela va permettre après un traitement de Big Data, va permettre d'avoir une prédiction de problèmes et aussi de faire le self-healing. Dans le scénario suivant, nous allons voir comment le Campus Insight, qui est une solution de monitoring dédiée à améliorer les user experience, va réduire les temps de troubleshooting, donc de 4 heures dans certains scénarios à uniquement 10 minutes. Dans ce slide, on peut voir le voyage Huawei en termes de développement de la technologie Wi-Fi. Donc, depuis 2014, on est en train de contribuer dans l'évolution des standards et des normes Wi-Fi. Uniquement pour le Wi-Fi 6, nous avons plus de 240 propositions qui fait 15% des propositions de cette norme et qui nous met en numéro 1 en termes de contributeurs à cette norme. En résumant le résultat et les avantages de toutes ces innovations, mon collègue après il va présenter en détail d'autres technologies embarquées dans les Wi-Fi. Actuellement, on peut atteindre les 10 gigas de bande passante par point d'accès. On peut réduire les latences jusqu'à 10 millisecondes et on peut avoir une meilleure couverture de 20% plus que l'industrie. Je tiens aussi à mentionner qu'on est les seuls constructeurs de technologie qui ont embarqué où nous avons un seul point d'accès qui a plus de 16 antennes directionnelles. J'arrive à la fin de cette présentation. Merci pour votre temps et votre écoute. Je reste à votre disposition si vous avez plus de questions ou ou vous avez besoin de plus d'informations. N'hésitez pas de nous contacter soit via le Facebook ou via nos canaux officiels. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter notre solution visioconférence. La solution de Huawei est une solution très performante qui redonne une dimension supérieure à la collaboration. Je commence ma présentation pour expliquer le mécanisme général de la solution. En fait, nous avons des différents desktops qui sont interconnectés entre eux. On a un système noyau, c'est le système de management et le système d'interconnexion. Les utilisateurs peuvent être des personnes dans des salles de réunion ou devant leur desktop ou des utilisateurs mobiles qui utilisent leur propre smartphone ou leur tablette. Ça permet de s'entendre, de se voir en temps réel, en instantané et en même temps de commenter des PowerPoint, des vidéos et faire une efficacité dans la prise de décision. Donc, il faut imaginer un système où on a des salles de réunion avec des caméras très sophistiquées, une caméra intelligente avec de très hautes définitions, que ce soit pour la vidéo ou le son, mais en même temps des endpoints de moindre qualité qui peuvent être votre propre smartphone, votre propre tablette. Le système il va être interconnecté pour un échange sécurisé et de qualité. Dans ce slide, on présente la solution complète avec notre portfolio, un riche portfolio pour répondre à différents scénarios de la collaboration.
nous avons la partie haute, la partie invisible du système. C'est une partie très importante. C'est ici qu'on gère nos conférences. C'est ici qu'on interconnecte les différents collaborateurs. Ces systèmes, généralement, c'est du hardware et du software qu'on met dans les salles machines ou les data centers. Et la partie visible, c'est les endpoints. C'est soit notre tablette ou nos desktops avec une solution software, mais aussi des caméras plus sophistiquées, plus professionnelles, avec des microphones, avec des écrans qui soient tactiles, qui soient très haute définition. Le système peut être aussi un all-in-one. On peut avoir des solutions all-in-one, un simple écran, mais qui embarque en même temps des microphones, des caméras très grande qualité, par exemple une 4K. Aussi, il faut savoir qu'on a des systèmes immersifs pour téléprésence. On peut simuler la présence d'une salle de réunion. En face, on a un écran et on a cette immersion. On a l'impression qu'on est dans la même salle de réunion, même si on est distant de 1000 km, par exemple. Ça n'empêchera pas de faire des réunions en temps réel, instantané, de très grande qualité. L'échange, dans ce cas, il est très important. Par exemple, dans des cas où la prédécision elle est en négociation, je donne l'exemple de la négociation, on sait que chaque interlocuteur, est-ce qu'il a compris le message, est-ce qu'il est d'accord, et donc ça facilite l'efficacité de nos réunions. Avec tout ça, il y a une partie qui n'est pas visible, mais qui est essentielle pour la réussite des conférences. C'est on utilise la haute technologie, que ce soit pour la vidéo, pour le son, par exemple la 4K, mais aussi on incorpore des logiciels performants pour améliorer ce rendement et utiliser le minimum de bande passante, sachant que notre réseau en Algérie, par exemple, ou dans la région, n'est pas très performant, donc on est obligé de compresser le maximum pour utiliser le minimum de bande passante. En plus, on renforce avec des solutions d'intelligence artificielle l'efficacité en termes de rendement. Par exemple, on a besoin d'intelligence artificielle pour déplacer l'essentiel de la vidéo pour un rendement supérieur, mais en même temps, on rajoute des fonctionnalités. Par exemple, on peut commander à distance la conférence, on peut inviter des personnes juste avec la commande vocale. Tout ça avec un aspect end-to-end pour la sécurité. En plus, on renforce la sécurité pour l'inter-échange entre l'entreprise et la partie extérieure avec des pare-feux intelligents, et aussi on incorpore dans chaque partie du système du cryptage et de la sécurité, que ce soit pour le contrôle ou pour le transfert des médias. Nos systèmes, ils sont open, on peut s'intégrer avec les outils existants, que ce soit par exemple, je donne l'exemple de Outlook pour pouvoir planifier des réunions, envoyer des emails à tous les invités, les faire des rappels. Et en même temps, ça facilite l'utilisation. La personne reçoit juste un email avec un lien, il n'a qu'à cliquer sur le lien et il est intégré directement à notre réunion. Et tout ça, on incorpore aussi la facilité de déploiement, la facilité aussi de gestion. Par exemple, quand pour créer une réunion, il suffit de remplir un formulaire, informer la date, l'heure, les invités et juste cliquer pour envoyer automatiquement des notifications aux utilisateurs. Voici la capacité en termes d'interconnecter le maximum de personnes. Là, on a une partie à l'extérieur de la compagnie. On peut appeler des personnes qui sont déplacées à l'extérieur. Par exemple, ils sont chez un client, ou appeler une personne externe dans l'entreprise qu'il s'agit d'un partenaire, d'un client. Et en même temps, on a les solutions pour les desktops, pour la partie interne. Ça veut dire pour équiper les salles de réunion qui soient de différentes tailles, que ce soit des auditoriums, par exemple des salles de réunion à 10 personnes ou voire une trentaine de personnes. On a différents scénarios. On a des équipements plus collaboratifs, des all-in-one, des systèmes qu'on peut utiliser dans des open source pour faire collaborer les personnes et en même temps partager les idées et les études qu'on fait avec nos partenaires et nos collègues qui sont répartis dans des zones géographiques différentes.
En plus, je rappelle aussi la partie immersive de la téléprésence où on fait du face-to-face, une équipe de 4-5 personnes, des décideurs qui interagissent en temps réel avec des interlocuteurs qui se situent dans un autre endroit, dans une autre entreprise, mais qui fait que le rendu, il est très performant. On a l'impression réellement d'être dans une même salle de réunion. Enfin, j'insiste sur la 4K et on a des recommandations parce qu'on travaille avec des standards. Il y a la 4K par exemple, c'est elle qui crée qu'on a l'impression d'être réellement en face d'une personne dans la même salle. Cette qualité d'image, vous pouvez voir cette qualité d'image et le gamut, ça veut dire le nombre de couleurs qu'on peut reproduire dans notre système. Le spectre, il est tellement important grâce notamment à la 4K et ça rend nos conférences très agréables. On n'a aucune impression qu'on est en train de parler avec des gens qui se trouvent à des centaines, voire à des milliers de kilomètres les uns aux autres. Là, c'est important, on rajoute une valeur ajoutée, on exploite l'intelligence artificielle, pour ce rendement, pour faire des algorithmes très performants, très intelligents, pour fluidifier le flux de 4K en utilisant des bandes passantes très réduites, mais on fait de la valeur ajoutée. Je donne l'exemple où par exemple, la reconnaissance vocale pour commander le dispositif. On fait, par exemple, la reconnaissance faciale pour savoir qui est présent dans une réunion. On fait un compte-rendu instantané juste à la fin de la réunion. Et cette robotisation, cette automatisation, ça facilite et augmente la performance des équipes. On n'a pas à se rappeler qui a posé la question, c'était quoi la réponse. Il y a un système automatique qui le fait d'une manière intelligente et d'une manière instantanée. Aussi, on peut rajouter quelque chose de très important, de la translation en temps réel. Ça veut dire que moi, je suis en train de parler, je parle en français, mais je peux être traduit en plusieurs langues en instantané. Donc, je peux communiquer avec la même conférence, avec plusieurs interlocuteurs, différentes régions, différentes langues. Et ça permet l'efficacité et l'échange. On est dans un monde de mondialisation. Je donne l'exemple de cas où on fait parler des médecins chinois, des médecins américains, des médecins algériens pour trouver une solution. Là, on ne peut pas parler toutes les langues, mais le système automatiquement nous traduit pour nous et on est plus efficace dans des situations pareilles. Enfin, je présente ce slide pour dire qu'on sert beaucoup de la visioconférence, elle est utile pour plusieurs industries. Je donne un exemple en Chine, on est utilisé pour l'éducation, pour la santé, pour aussi la sécurité publique, pour des grandes entreprises et aussi le transport et l'énergie. Donc c'est l'ère nouveau, ça va être quelque chose d'essentiel pour les entreprises, c'est le futur. Tout le monde a besoin de visioconférence, ce n'est plus un luxe, c'est vraiment un besoin, comme on a besoin de bureaux, comme on a besoin d'ordinateurs, on a besoin aussi de vidéoconférences. Merci pour votre attention. J'ai fini ma présentation de la visioconférence. C'est un domaine très important pour les entreprises, pour la continuité de service. Encore merci. À bientôt, Inch'Allah.